Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui hyper content parce que j'ai un type en face de moi, magnificent guy, Perry Chen. Je comprends. Tu comprends. Bon, je suis un peu stressé parce que je vais faire mon premier podcast en anglais, mais j'ai pas le choix parce que j'étais trop content d'avoir Perry Chen. Donc en amont, je voudrais remercier Greg Pouy de Vlan, de Plink, de tout ça, avec qui on est devenu évidemment très proches depuis qu'on a nos podcasts en parallèle et qui m'a dit écoute, je rencontre ce type, Perry, c'est super, c'est le fondateur de Kickstarter. Je fais ah ouais quand même, et voilà, et donc c'est top, je suis ravi de faire ça, un peu stressé, so I'm a bit stressed to have my first podcast in English, right? Ah, no, you'll do fine. Yeah, I'll let you talk anyway, I'll let you do the job. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer et que vous comprendrez tout ce que je dis en tout cas. Voilà. So Perry, Yes. I'm very happy to meet you. Bonjour, je m'appelle Perry. Perry Chen. Donc j'ai réalisé quand j'ai fait mes recherches et que j'ai parlé de cette rencontre à mes amis et les gens que je connais, que tout le monde ne connaissait pas forcément Kickstarter en France. Je suppose que, vu que vous habitez ici, vous devez souvent expliquer ce que c'est, et bien sûr. Mais je pensais que bon, Kickstarter quand même. Mais je veux dire, je connais bien Kickstarter. Je suis client depuis 2012, je dirais, ce qui est assez tôt pour un Français. Mais j'ai vu tellement de projets et j'adore l'idée derrière tout ça. Donc, tout d'abord, ma première question. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Personnellement? Ok. Je m'appelle Perry Chen, je suis un artiste et le fondateur de Kickstarter. C'est une bonne présentation. Et j'ai eu une conversation avec un ami à moi il y a quelques années, un photographe, et ça a duré des heures. Est-ce qu'on peut être un artiste et un businessman, un artiste et un entrepreneur? Il disait que non, mais je trouvais que beaucoup d'entrepreneurs étaient aussi des fois des artistes. Je veux dire, qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien cette question. Je dirais que la réponse c'est compliqué. Je comprends certains des arguments que ton ami a pu avoir. Je pense que lorsqu'on travaille sur un gros projet, et bien sûr, être un entrepreneur, commencer une organisation est un gros projet. Tu n'as souvent pas le temps pour quoi que ce soit d'autre. Donc même si tu as fait de l'art et que tu es un artiste et que tu te considères comme un artiste, tu n'as sans doute plus vraiment le temps de faire de l'art. C'est une identité qui, si tu veux, prend une pause. Mais ça peut quand même toujours être la façon dont vous approchez les choses, avec, vous savez, l'œil de l'artiste. Et je trouve que bien souvent, les artistes et les entrepreneurs partagent des qualités communes, particulièrement pour démarrer les choses. Et ton expérience t'a sûrement montré que les entrepreneurs sont ceux qui démarrent les choses. Et que d'un autre côté, il y a les businessmen classiques qui sont capables de les faire fonctionner dans le temps. Ce qui est ennuyeux quand vous êtes le type qui commence les choses, non? Ouais, mais c'est souvent deux types de compétences assez différentes. Des fois, on peut avoir les deux, et des fois, on n'en a qu'un seul et pas l'autre. Les artistes sont souvent bons dans le premier type, dans le processus créatif, pour ce qui est d'avoir une vision et de se battre avec hargne afin de donner vie à quelque chose, de pousser au travers de ces premières étapes.
C'est comme la différence entre faire un film et une société de cinéma. Je suis d'accord, et c'est intéressant parce que je reçois beaucoup d'entrepreneurs dans ce podcast, des fois des artistes, et j'aimerais que ça arrive plus souvent. Là, j'étais toi, entre les deux, à la fois artiste et entrepreneur, et j'en suis vraiment content. Mais souvent, mes invités sont très bons pour ce qui est de lancer des entreprises sur 3, 4, 5 ans, puis ils les vendent et se font intégrer dans une grosse boîte, puis ils en font une nouvelle. Ils sont très créatifs et sont capables de faire grossir une compagnie jusqu'à ce qu'elle vaille non pas 1, mais 10, 30, 50 millions. Et des fois, je reçois des personnes, comme la semaine dernière, Jacques-Antoine Grandjean, qui a monté une boîte de 0 à 4 milliards d'euros avec 6000 personnes. Et du coup, je me demande, comment on peut être si bon? Je veux dire, même pour moi, je pense être très bon de 0 à 15 personnes, pas trop mal à 50. Mais faire des projections avec une centaine de personnes, je vais juste pas essayer, même si je suis sûr que c'est une bonne aventure. Mais... Ouais, mais comme tu dis, ils ont souvent différentes compétences et ça peut être que tu es bon à l'un ou l'autre. Je dirais que cet invité était assez bon dans les deux. Et bien sûr, il y a aussi des personnes qui préfèrent l'un des deux. Ils disent que oui, peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose avec le deuxième, mais ils n'aiment pas ça et préféreraient démarrer quelque chose de neuf, ou bien s'occuper de l'entreprise de quelqu'un plutôt que de gérer le stress de créer quelque chose de nouveau avec tous les risques qui suivent. Je pense que les personnes qui ont les qualités de ton invité, où ils créent l'entreprise et la font grandir, tout ça pendant très longtemps, bien souvent, ils le font par amour de leur projet, de leur idée, de leur organisation. C'est ce qui les fait rester, c'est quelque chose de vraiment spécial pour eux. Certains entrepreneurs, quand ils commencent des choses, oui, ils trouvent que leur idée est chère et ils veulent réussir, mais ils ne sont pas forcément excités par ce qui vient après et passent à autre chose. Mais je retrouve ces qualités dans tout un tas de choses. Par exemple, la personne qui élève un cheval, puis celle qui l'achète et le monte, ce sont souvent des gens bien différents. Mais pour revenir sur ce que tu disais au début, sur est-ce qu'on peut être un artiste et un entrepreneur, je pense qu'une des raisons qui fait que ça ne me dérange pas de me présenter et de me considérer en tant que tel, c'est parce que, comme tu as dit, des entrepreneurs, c'est ce qu'ils font encore et encore. C'est des entrepreneurs. C'est pas qu'une entreprise. Ils pourront en faire 2, 3, 4, 5. Ils aiment cette vie, c'est comme ça qu'ils se voient. Je suis un entrepreneur, pas forcément je suis le fondateur de cette entreprise. Non, c'est je suis un entrepreneur. Ils disent serial entrepreneur des fois. Pour moi, Kickstarter est la seule chose à cette échelle que j'ai créée. Sinon, je faisais de la musique, de l'art, et c'est vraiment la chose principale et constante dans ma vie. Et Kickstarter, même si je travaille dessus depuis maintenant une bonne partie de la décennie, c'était en fait la chose qui pour moi était irrégulière. Et je sépare ces deux choses en projet et en organisme. Par exemple, un projet, c'est quelque chose qui a une fin. Au bout d'un moment, c'est fini. Ça peut prendre des années, par exemple, si vous faites un film, ça peut prendre 1, 2, 3 ans, mais ça finit à un moment et ça ne bouge plus. Vous regardez le parrain maintenant, c'est la même chose que 10 ans avant. Un organisme, c'est une organisation. Elle peut être à but lucratif, non lucratif, ça peut être un magasin, un restaurant, toujours changeante. Et c'est sans fin, à moins que tu décides d'arrêter ou que des circonstances forcent à fermer. La plupart du temps, le succès amène à continuer et donc à s'adapter et changer. Essayer d'être un artiste par rapport à ça, c'est quelque chose de différent. Pour un film, tu te dis c'est fini, ça changera jamais, très bien. Pareil pour une peinture. Avec un organisme, vous devez être à l'aise avec ce changement constant et aussi le fait que ça ne s'arrête pas. Pour un artiste, je dirais que c'est son œuvre. C'est un peu toute sa vie. Ce qu'il a fait,
comment il évolue. On peut prendre une peinture au début puis à la fin, ou la différence entre le premier et le dernier album de Daft Punk, la façon dont ils évoluent. C'est des organismes d'une certaine façon, mais avec une fin. Mais je pense que pour ce qui est des œuvres d'un artiste, il peut décider du moment à partir duquel la pièce est finie. Voilà une chanson, c'est plus un brouillon, et j'en décide ainsi. Et une fois de plus, ces organismes sont des créatures différentes. Je trouve que, d'une certaine façon, les gens sont attirés par l'un ou l'autre. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime les projets, quelqu'un qui aime les organismes? Ce que j'ai découvert, c'est que les organismes peuvent demander énormément d'énergie. Parce que si vous les créez et qu'ils gagnent de l'attraction et deviennent des succès, alors ils peuvent simplement continuer à avancer. Tandis qu'avec un projet, vous pouvez décider de vous dire « Mais j'en finis là. Peut-être que vous pouvez passer encore un an à le peaufiner pour le rendre parfait, mais là c'est déjà bon, il faut que j'arrête, je dois accepter que cette chanson est finie, puis commencer quelque chose de nouveau. » Le conseil que j'ai appris est de bien faire gaffe quand on décide de créer un organisme, bien plus qu'avec un projet. C'est un bon conseil. C'est très intéressant. Je dirais qu'avec les entrepreneurs, je démarre souvent des organismes, sans jamais savoir quand ça va se finir. Et j'aime pas quand ça se finit. Mais reprenons parce que ça ouvre plein de questions. La relation entre Kickstarter et les arts, ses origines. Ah là là, j'ai tellement de choses en tête, mais commençons par là. Où est-ce que tu as grandi, ton histoire, bien sûr. Donc, je suis né en 1976, donc j'ai 42 ans aujourd'hui. Je suis né, j'ai grandi à New York, dans les années 80. Donc je me souviens des années 80 et 90, des époques vraiment incroyables. La génération Pepsi, c'est l'image que j'ai avec Michael Jackson dans la pub à New York. Ah, je sais pas, quand il s'est brûlé, hein. Ouais, c'était la génération hip-hop et graffiti et la naissance de MTV aussi d'une certaine façon. Et New York était bien moins cher qu'aujourd'hui. Et c'était ce melting pot culturel énorme. Et il y a encore des échos de la culture new-yorkaise des années 80 dans la culture occidentale aujourd'hui. C'était une super époque pour grandir. Sinon, j'ai une sœur, elle vit à Londres. Mes parents, ma mère est prof au lycée et mon père était travailleur social avec les personnes âgées. Donc, je dirais que j'étais un enfant de la ville, tout ce qu'il y a de plus commun à cette époque. Je prenais le métro pour aller à l'école à partir de 12 ans. Et je dirais que tu tiens très vite assez débrouillard, surtout à New York à ce moment-là, où il fallait toujours avoir l'œil ouvert et savoir où tu pouvais aller ou pas. Tu pouvais sortir. On t'interdisait pas de sortir. Non, c'était bien. Il n'y avait rien de vraiment terrifiant en tout cas. Surtout que je devais prendre le métro dès 12 ans, et avec le pass de métro de l'école, tu peux aller n'importe où. Donc, voilà. J'avais mon Walkman, mes cassettes, puis des CD, mais j'ai vraiment grandi en écoutant du hip-hop. J'ai vraiment senti que je grandissais avec, et le genre commençait à monter, c'était génial. T'as des noms, des groupes, Run DMC peut-être. À cette époque, Run DMC était là et j'étais assez jeune, j'en écoutais, c'est sûr. Et tout le monde qui écoutait du hip-hop écoutait la même chose de toute façon parce qu'il y avait tellement peu d'artistes. Mais après,
j'ai vraiment commencé à... Quand il y avait plus d'artistes qui sont arrivés, qu'est-ce que j'aimais? J'adorais... Tu sais, il y a plein d'artistes qui viennent de Queensbridge, à New York. Nas, Mobb Deep. Et c'était le son de Queensbridge, c'était très sombre. Le premier album de Nas, bien sûr, est incroyable. Et j'adorais ce son. Tribe Called Quest, j'adorais ça. J'ai tous ces vinyles-là, tous. Je me rappelle qu'au lycée, j'ai acheté l'album Midnight Marauders au magasin, qui est sorti le même jour que le premier album du Wu-Tang, il me semble. Donc ouais, j'écoutais pas mal de hip-hop, je faisais des graffitis, je traînais dans le quartier, j'avais pas beaucoup d'argent, donc dans cette vie urbaine, on essayait de gratter quelques bières, on traînait. Et voilà, dans cette grande ville de 8-9 millions d'habitants à l'époque. Cool. Et tes parents, ils étaient ouverts à tout ça? Ils te soutenaient? Tu veux dire pour les graffitis? Ouais, peut-être pas quand même, mais... Non, ils étaient très bien. Et j'étais bon à l'école. Donc c'est pas comme si je filais un mauvais coton, quoi. Et tout ça, c'était très culturel. C'était la façon de s'amuser qu'avaient tous les gamins à cette époque. Tu sais, je sais toujours pas très bien nager. J'ai déjà des amis à New York qui ont toujours pas le permis de conduire. C'est vraiment la ville, quoi. Ça me fait penser à des amis à Paris. Là, c'est sûr, j'en doute pas. Mais ouais, ils étaient super. Ils m'ont beaucoup appris. Mon père vient de Chine et il est venu aux États-Unis en 1959 pour étudier la littérature anglaise. Et ma mère a grandi à côté de New York, dans le New Jersey. Et ils se sont rencontrés au début des années 60. Donc, ouais, j'ai plus ou moins grandi à New York, dans cette famille avec deux cultures. Il y avait le côté chinois de la famille et le côté du New Jersey. Je pense que ma question, c'était plutôt comment on arrive de parents qui travaillent pour le système public, plus ou moins, bien sûr, oui, tous les deux pour la vie, d'un gamin qui traîne à essayer de choper de l'alcool, qui écoute du hip-hop, à Perry Chen, qui crée toutes ces choses. Je veux dire, avec tout ce que j'ai entendu, lu sur toi, comment on arrive de ce gamin à quelqu'un qui n'a aucune limite? Tu sais, c'est assez génial parce que souvent quand tu jettes un œil à l'histoire de quelqu'un ou n'importe, tout a du sens quand tu regardes en arrière. Tu peux voir comment tout colle. J'aime penser à un concept. Une ou deux fois dans l'année, je donne des conférences devant des étudiants de fac. C'est vraiment là où j'aime parler. Et il y a cette idée que j'aime rappeler et que j'appelle le chemin tortueux. Ce concept, il vient en partie de mon expérience personnelle, mais aussi d'une certaine façon. Au fur et à mesure que j'ai eu du succès, et j'ai rencontré des personnes qui faisaient des choses que j'admirais, que j'en apprenais plus sur leur histoire, j'ai découvert que c'était quelque chose de très commun. La façon dont ils ont grandi, leur premier boulot, leur fac, s'ils y sont allés. Personne n'aurait jamais pu deviner ça. Beaucoup de choses étranges, des aventures. Et j'ai commencé à réaliser que toutes ces choses allaient probablement ensemble. Des gens qui poursuivent vraiment leur passion et des fois c'est je suis vraiment à fond là-dedans, puis l'année d'après je m'en fiche, maintenant c'est ça. Mais pas comme si vous teniez jamais à une chose. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on pourrait appeler le chemin direct. C'est souvent la façon enseignée. Apprends ça, va à cette école, étudie ces 3 sujets, trouve un travail dans une de ces 10 boîtes. Et je comprends, c'est souvent ce que les gens vous recommandent, que ce soit vos parents, des conseillers, les profs.
ils essayent de faire en sorte qu'on prenne pas trop de risques, parce qu'ils savent que c'est difficile de réussir, et que c'est une façon conventionnelle de tout simplement mieux réussir. Et le monde est vraiment compétitif. Vous ne voulez pas conseiller à quelqu'un de trop risquer pour qu'il finisse dans une position encore plus compliquée pour eux. Et vous êtes responsable d'une certaine façon. Je comprends bien, mais je pense aussi que des fois, ces conseils trop stricts, comme une liste de choses à faire, et on ne peut pas faire ce qu'il n'y a pas dessus. Je trouve que les personnes que j'ai rencontrées et qui ont du succès vraiment, et c'est pas forcément une question d'argent, ça peut être de n'importe quelle façon. Souvent, quand quelque chose les fascinait vraiment, qu'ils trouvaient ça vraiment intéressant, ils se lançaient dedans pour tenter de l'accomplir. Et peut-être qu'ils le faisaient en ayant un autre boulot, et ça ne veut pas dire qu'ils abandonnaient tout le reste. Parce que bien souvent, ils n'avaient pas les moyens de juste se lancer et prendre le risque. Mais ils laissent leur passion et leurs intérêts les guider. Et d'une certaine façon, c'est vraiment important parce que ok, il y a toutes ces conneries que vous pouvez lire sur les posters, suivez votre félicité. Mais c'est pas ce que je veux dire. Je pense que souvent, quand vous poursuivez quelque chose qui vous excite vraiment, même si c'est pas quelque chose que vous ferez pour toujours, vous êtes dans le moment, avec une vraie énergie et des émotions. Et les gens vous voient, vous êtes enthousiaste, vous essayez de faire quelque chose. Et vous rencontrez des personnes, vous finissez par collaborer avec eux, ou elles vous offrent différentes opportunités. Vous faites de nouveaux amis parce qu'ils sont heureux de vous voir là, joyeux, bouillonnant, fascinés à poser plein de questions. Et de l'autre côté, vous voyez ces gens suivre ces chemins qu'ils pensent devoir suivre. Ça ne les intéresse pas, ils s'ennuient et les gens les voient et ils voient le pire de cette personne. Ah, cette personne, elle est assise, on dirait qu'elle veut mourir. Et l'intérêt d'être dans ce moment de curiosité, les gens n'y pensent pas assez quand ils pensent à leur vie et la décortiquent. C'est vrai. La prochaine question serait du coup, où as-tu acquis ces émotions, ces choses en toi? Toutes ces choses. Et avant ça, juste pour commenter sur ce que tu as dit, sur ce podcast, je reçois des gens qui ont réussi, mais pas par chance. Ils ont démarré quelque chose, et ça a grandi encore et encore. Ils ont travaillé dur, et sont vraiment talentueux dans plein de domaines. D'autres n'avaient pas le choix. Ils avaient besoin de gagner de l'argent, de créer quelque chose, qui se devait de réussir. Et c'est ce qu'ils ressentaient. Et d'autres encore qui ont fait des études de dingue comme Yale ou Harvard ou les équivalents français. Certains d'entre eux, Fabrice Grinda par exemple, qu'est-ce qu'il a fait les 5, les Ivy League. Il a fini major de promo à Princeton. Et même avec ça, il a juste décidé un jour qu'il ferait autre chose. Et je suis vraiment impressionné par ces profils qui sont capables de dire ok, j'ai un crédit à payer, mais je m'en tape. Et tout le monde a peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as étudié, tu es allé à la fac? Est-ce que tu as dû payer toi-même? Parce que tu sais, en France, on ne paye pas vraiment. J'ai étudié, ouais. Je suis allé à l'université, à une école en Nouvelle-Orléans, l'université de Tulane. Et j'y suis allé parce que ma grande sœur y était allée aussi. Elle a fait une école d'architecture et je l'ai suivie. Et l'avantage, était vraiment de vivre en Nouvelle-Orléans, qui est devenue ma seconde maison. C'est une ville incroyable. Une fois là-bas, j'ai jamais été un très bon étudiant. Je pense plutôt être devenu
un élève de la vie et de la ville. Et c'était la première fois que je quittais New York. Enfin, j'étais sorti peut-être 6 fois avant pour aller voir la famille au New Jersey, mais jamais très loin. J'avais jamais quitté les États-Unis pour vivre seul, ou être à des milliers de kilomètres de ma famille, dans une ville géniale qui s'est construite sur la culture et la musique. Et tu sais, cette ville, elle est vraiment vieille pour l'Amérique. Les Français l'ont eu, les Espagnols l'ont eu, les Hollandais l'ont possédé pendant 2 ans. Le temps que le facteur repasse, il l'avait déjà perdu, quoi. Et je dirais que c'est en arrivant à l'école là-bas que mon éducation classique s'est arrêtée, en fait. Mais c'est aussi à ce moment que j'ai commencé à apprendre par moi-même. Et pour moi, c'était vraiment avec la musique. Mon premier amour et la chose qui me passionnait le plus à mesure que j'ai glissé, en fait. J'ai fait DJ pendant un moment et je me demandais comment les gens faisaient leur son. Je faisais la drum and bass et à cette époque, je bossais sur vinyle. J'ai rencontré quelqu'un qui s'y connaissait et il a essayé de m'apprendre un peu. J'ai téléchargé des logiciels. J'ai essayé juste d'apprendre, en fait. Mais c'était vraiment une passion. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après la fac. Même après avoir eu mon diplôme, je ne savais pas. Donc là, on est à la fin des années 90, début 2000, c'est ça. J'ai eu mon diplôme en décembre 98. Ok, très bien. Donc, tu as commencé à faire ta propre musique à ce moment-là. Ouais, c'est ça, je faisais le DJ, je faisais ma propre musique, mais c'était pas vraiment une carrière. Et t'étais payé? Ouais, tu sais, $100 par-ci, par-là, tu sais ce que c'est? Pas de quoi payer, pas de quoi payer le loyer, quoi. Puis, quand la fac s'est terminée, les choses ont changé. Comme tu as dit avant, en Amérique, dans la plupart des cas, il faut payer pour étudier, quoi. Et j'ai réussi à avoir des rabais, des bourses, parce que ma famille avait pas beaucoup d'argent, mais on peut faire des petits prêts. Et en tout et pour tout, j'ai dû payer un tiers de tout ça sur pas mal d'années. Mais je suis retourné à New York, j'ai emménagé dans un studio avec 3 autres personnes, et 2 d'entre nous dormaient dans le salon. C'était assez grand quand même. C'est pas possible. C'était combien le loyer? Je crois que je payais $600. Donc ça faisait combien? $2400. Ah non, le gars avait une chambre. Ouais, il nous disait, lui il nous disait pas le vrai loyer, c'était un peu le magicien d'Oz. Ouais, j'ai habité aussi à New York. J'étais là pour le nouvel an des années 2000 et j'étais un peu dans la même position que toi. Dans le salon, tu sais. Ouais, plus ou moins. Et je veux dire, le loyer était complètement indécent. Donc, tu étais là et l'idée de Kickstarter t'est venue ici. Non, c'était plusieurs années plus tard. Quand je suis retourné à New York, je venais de finir la fac et je savais vraiment pas ce que j'allais faire. J'avais aucun entretien de prévu pour le boulot et j'avais assez d'argent pour tenir 2 ou 3 mois. D'ailleurs, quand j'y pense maintenant, je suis choqué de voir à quel point j'avais rien prévu. C'est pas comme si je venais d'une famille avec de l'argent et j'avais pas été élevé à penser bah c'est pas grave, ça va aller. Non, c'est juste je prévoyais juste rien. Je vivais juste dans le moment et j'avais cette idée qu'en revenant à New York, j'allais rencontrer des gens et passer des entretiens et que tout se goupillerait. Je sais même pas pourquoi je pensais ça. Tous mes camarades de classe, ils bossaient dur, ils faisaient des stages, ils candidataient pour des jobs avant même d'avoir leur diplôme. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait tout ça. T'es pas stressé? Ah, je sais pas si c'est une question d'être stressé. T'étais stressé quand tu pensais à l'avenir? Je pense que j'ignorais. Je devais bloquer la réalité. Mais j'étais quand même très actif. Je faisais de la musique, du DJing. J'avais lancé un show télé sur ce qu'on appelle le Public Access TV.
un DJ show où on jouait de la drum and bass. C'est gratuit et tu le fais dans le sous-sol de la fac, mais c'était diffusé dans toute la Nouvelle-Orléans. Donc tu étais dans le mouvement de l'art. Ouais, principalement la musique, mais c'était comme un podcast qui passait à la télé, quoi. Et tu pensais que ça paierait à un moment? Ouais, non, pas vraiment. Peut-être que je construirais quelque chose, tu sais. En tant que DJ à l'époque, tu avais souvent un label, un show radio. Je bossais dans la musique, bien sûr, je voulais faire de la musique ma vie, et je créais beaucoup de morceaux. Non mais attends un peu. Vous entendez ce que je suis en train d'entendre? Je vois Greg en train de rire là. Il a créé ce putain d'énorme site trop génial qu'est Kickstarter, et je veux juste vraiment savoir ce qui est en train de se passer, quoi. Bah, si j'avais percé avec la musique, peut-être que ce serait jamais arrivé, tu vois. Bah ouais, quand même, mais ce que t'as fait après tout ça, quoi, c'est tellement à l'opposé de ce que tu racontes maintenant. Tu vas sûrement m'expliquer, mais c'est de ce moment. Je veux dire, c'est toute une exécution, c'est plein de technologies, de la finance, des levées de fonds, c'est créer des équipes. Il faut qu'on aille vite là-dessus parce que j'ai plein de questions et il nous reste encore 1 heure, mais sérieusement, comment je suis passé d'ici à là? Ouais. T'as raison. Tu pointes les bonnes choses. C'est un ensemble. Du design, du légal, ce qui est financier, c'est multidiscipline. Mais t'as plein de choses comme ça. Pense à un cinéaste. Il faut qu'il ait tellement de choses en tête. Et je prends souvent la création de films comme une analogie au fait de faire de gros projets. Parce que je trouve ça vraiment aspirant de penser à comment garder le contrôle de sa vision tout en ayant la capacité de collaborer avec toutes les personnes dont tu as besoin sur des projets qui durent longtemps. Mais tu as raison, ça demande beaucoup de compétences, soit que tu connais déjà, ou bien que tu vas apprendre très vite. Et j'ai été chanceux parce que quand j'ai eu l'idée quelques années plus tard, parce que je suis d'abord retourné en Nouvelle-Orléans. Ok, pourquoi? J'adorais juste la ville et New York me faisait plus me sentir chez moi. Ça m'excitait plus d'y vivre. Donc je suis retourné en Nouvelle-Orléans et la première année où j'y étais, vers 2001, j'ai eu pour la première fois l'idée de Kickstarter. Je voulais faire un concert et je voulais ramener Kruder Dorfmeister, le DJ. Ouais. Ça va servir de repère. C'était en 2001-2002. Et ouais, j'ai trouvé combien ça coûterait. Tu l'as appelé? Je connaissais quelqu'un qui connaissait le frère de Dorfmeister, mais ouais, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Combien ça coûterait? Et c'est pas comme si j'étais un promoteur. Mais le but, c'était de faire la fête ou de gagner de l'argent? Ah non, c'était juste un événement. Tant mieux si je rentrais dans mes frais. Mais je me disais que ce serait cool, les gens viendraient, c'est en Nouvelle-Orléans. Ils utilisent beaucoup de sons de jazz, de la funk. Mais ça coûtait trop cher. Combien? Quelque chose comme $50,000. Pas que pour eux, mais pour l'ensemble, pour tout. L'avion, l'hôtel, tout ça. Ouais, exactement. J'ai fait une contre-offre de $1,000 et d'un gros sac de bœufs. Et ils ont refusé. Donc, ça n'allait pas arriver. Et c'est là que l'idée m'est venue. Je veux dire, ça m'embêtait vraiment. Pourquoi ça peut pas se passer? J'étais sûr que tout le monde allait passer du bon temps, l'audience aussi. Et je pense qu'assez de personnes seraient venues pour rentrer dans les frais. Mais je devais prendre toutes les décisions et je devais avoir l'argent. Pour moi, quelque chose dans ce système tournait pas rond. Et c'est le problème que Kickstarter résout.
les gens diraient juste je prends ma place pour tel truc, et s'il y a assez de personnes qui fait ça, bah cool, on a l'argent et on peut faire le show. C'est tout ce que c'était. Et j'avais pas d'expérience, j'avais pas codé, j'avais jamais travaillé dans une boîte du web, j'avais jamais travaillé dans une boîte. C'était qu'une idée. Mais c'est justement ce que je ressens quand je dis que j'aime Kickstarter. C'est pas qu'une question de projets réussis, projets qui ont été financiers. C'est exactement ce que tu as dit. Ça libère des choses. C'est un véritable intérêt pour la société. C'est quelque chose qui permet à des gens ayant des idées, comme c'était ton cas, de les réaliser. C'est un peu comme le Père Noël. Il y a un peu de ça. Oui, bien sûr. Et j'adore ça en tant qu'entrepreneur. J'ai vu tellement d'idées sur Kickstarter où je me suis dit, sérieusement, c'est putain de génial. Je me souviens d'un des premiers projets, une sorte de route vélo avec des lumières. Ça aurait jamais pu se produire sans Kickstarter ou même par un compétiteur. Et quand j'ai vu ça, je me suis juste dit que l'idée était fantastique. Et du coup, tu as eu cette idée en 2001, je crois que c'était en 2001. Mais comme j'ai dit, j'ai cette idée, mais aucune expérience dans ce genre de choses. Je suis surtout concentré sur la musique, quoi. Dans ma chambre, j'ai mon studio perso, avec mes enceintes, mon synthé, et je travaille sur ma musique. Où est-ce que tu as trouvé ton argent ? Quand je suis revenu, j'étais resté quelques années à New York. Je suis revenu en Nouvelle-Orléans après. Et la vie ici est 3 fois moins chère que New York. Mais au début, j'avais pas de téléphone pendant les 2 premiers mois. Je faisais que de la musique. Quand j'ai eu le déclic, ce que je pense avoir ressenti, que j'étais très bon dans le fait de prendre une idée et de la décortiquer pour voir ce qui n'allait peut-être pas dès le départ. Et bien souvent, mes propres idées. Des fois, je pensais avoir de bonnes idées, puis après y avoir pensé un instant, tu vois que ça n'a aucun sens et que ça ne marchera pas, etc. Comme créer un moteur de recherche, un nouveau smartphone en 2007. Quoi. Ça ne marchera jamais. Hein? Internet ne marchera jamais. Mais pour cette idée, je voyais pas comment ça pouvait ne pas marcher. Je peux te donner plein de raisons. Plein de raisons, en tout cas en 2001 et 2002. Quoi. Parce qu'évidemment, dire ça aujourd'hui, ça paraît simple, même pour moi. Mais à l'époque, Internet, c'était tellement petit. Et faire en sorte que les gens payent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour quelque chose dont ils ne sont même pas sûrs que ça va aboutir, comme un concert, etc. Tu te dis, non mais sérieusement, ça ne va jamais marcher, non ? Ouais. Je pense que c'est ce qui amène l'entrepreneur à connecter ses idées, presque dans une forme d'illusion. Je pense qu'il faut être un peu délirant pour entreprendre ça. Parce que beaucoup de personnes sur le chemin vont te dire que ça ne peut pas marcher. Et souvent, tu finis chez toi et tu te dis qu'est-ce que je fais ? Mais d'une certaine façon, tu dois te croire plus loin que le champ du possible pour que ça marche. Mais il y a aussi ce moment où tu as un déclic. J'ai pas dit que ça allait marcher. J'ai pas dit que je pouvais le faire. Mais je voyais pas en quoi l'idée elle-même ne pouvait pas marcher. J'ai vu les mêmes raisons que toi. Les gens s'habituaient tout juste à utiliser leur carte de crédit en ligne. Mais cependant, il y avait une tendance. Et les gens se sentaient de mieux en mieux à le faire, plutôt que l'inverse.
eBay était déjà là et donc les gens faisaient déjà tout ça. Quelqu'un offrait quelque chose, une autre personne venait pour proposer autre chose. Et MySpace était là aussi. Donc, on pouvait déjà voir une forme précoce de réseau social. Les gens découvraient de la musique, parce que c'était essentiellement ça au début. La découverte de musique et de tatoueurs. C'était les premières couches un peu bizarres de Internet, avant Facebook, Twitter, YouTube, avant les vidéos d'utilisateurs. Donc la première fois que j'y ai pensé, je pensais même pas que le projet inclurait des vidéos. Je pensais que ça ressemblerait plus à eBay avec des photos, un peu de texte. Et parce que ça a pris jusqu'en 2009 pour tout lancer. 8 ans après l'idée. 8 ans, c'est difficile à croire. Internet a fait une grosse partie du travail pour moi pendant ces 8 ans. C'est comme passer de la préhistoire à, je sais pas, le post-moderne, quoi. 8 ans. Comment est-ce que ça peut prendre 8 ans? Comment est-ce que tu peux financer ça pendant 8 ans? Comment tu fais pour que les gens continuent de croire en toi pendant 8 ans? Mais, comme on a dit, c'est 8 ans après avoir eu l'idée. Mais j'ai pas commencé à travailler vraiment dessus avant plusieurs années. J'ai pensé, j'ai eu cette idée, c'est une bonne idée, très bien. Et tu l'as mis de côté pendant quelques mois? Oh, plus que ça. Je l'ai complètement rangé parce qu'à quoi bon? Je fais de la musique. J'habite en Nouvelle-Orléans. J'ai jamais bossé pour une boîte du web. J'essaie même pas d'être un entrepreneur de la tech. Sûrement que si tu avais habité à San Francisco, ça aurait été différent et tu aurais peut-être lancé tout ça trop tôt. Ouais. Mais la première phase que j'ai traversée, ça a été de décider de le faire. Et à ce moment, j'avais pas du tout l'envie de le faire. J'aimais juste vraiment l'idée. Et je pensais vraiment que ça devrait marcher. Puis j'ai commencé à me rappeler de ce moment où on se dit, ce serait vraiment bien si ça existait. Quand par exemple j'avais besoin d'argent pour un projet ou des amis en avaient besoin pour un projet, je me disais, ce serait bien si ça existait. Donc, même si j'essayais pas de travailler sur cette idée, elle partait juste pas. J'arrêtais pas de m'en rappeler. Ouais, c'est installé en toi. Exactement, elle grandissait. Et des fois, j'y pensais et je me disais, peut-être ça peut marcher comme ci ou comme ça. Et Internet changeait tellement à ce moment. Et à un moment, j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux. Pas immédiatement du genre, faut que je pose dessus, mais je le prenais plus au sérieux. J'ai commencé à y consacrer un peu de temps, à prendre des notes, à faire des brouillons, juste au cas où je le ferais. Puis je suis retourné à New York en 2005. Et ça a été le moment où je me suis décidé à essayer. Parce que je pense que même si j'avais essayé en Nouvelle-Orléans, j'aurais jamais pu parce que je doute qu'il y avait ne serait-ce qu'une seule personne qui savait comment coder là-bas en 2004. Mais ça fait déjà 3-4 ans de passé. Et il y a encore 4 ans à venir. Du coup, t'as dû trouver quoi? L'argent, tes associés? Ouais, tout. Vraiment tout. Tu savais même pas comment créer une entreprise en fait. Non? Eh bien... Du coup, c'était quoi le moment où tu t'es dit, je vais faire ça maintenant? Je pense que quand je suis rentré à New York, j'avais déjà décidé que j'allais essayer. Ça ne veut pas dire que j'allais essayer à temps complet, parce que j'avais pas d'argent de toute façon, donc je devais trouver un boulot. Mais j'allais quand même essayer, même si je devais le faire la nuit, au moins pour voir ce qui se passerait. Donc, je suis rentré à New York, j'ai travaillé dans un restaurant pendant la première année, et je continuais de développer l'idée. Et si je me souviens bien, les parents d'un ami m'ont présenté à un de leurs amis avocats et il m'a dit comment tu crées une entreprise, mais vraiment à la base, quoi. Rien sur le business en soi. J'apprenais tout et je lisais des blogs sur des gens qui avaient créé des boîtes du web ou qui travaillaient dedans.
J'avais aucun autre accès. Je connaissais personne qui travaillait dans une de ces boîtes, du tout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Perry Chen de cette époque, t'avais presque 30 ans, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était il y a seulement 14 ans. Et depuis, t'as créé cette chose immense et célèbre, et tout ça. Mais t'étais déjà, enfin t'étais pas vieux, mais t'étais ce mec de 30 ans qui bossait dans un resto avec cette super idée. Comment tu te sentais? Est-ce que tu pensais que ça allait avoir ce résultat énorme ou bien... Parce que t'as aussi dû quitter la vie d'artiste à un moment. Ouais. Quand je suis revenu à New York, j'ai arrêté de faire de la musique. Et c'était vraiment quelque chose pour moi. J'avais vraiment peur de perdre mon identité. J'étais un musicien et les amis que je voyais pas souvent, ils me demandaient toujours « comment ça va? Et la musique ?» Et de devoir répondre que j'ai arrêté, que je bosse plus dessus, que je suis retourné à New York, peut-être parler du projet qui deviendrait ou pas Kickstarter. Je m'inquiétais de ce que ça voulait vraiment dire pour moi. Est-ce que ça voulait dire que j'étais plus un musicien? Je savais pas. Est-ce que c'était temporaire? Je savais pas. Mais ce que j'ai découvert et que j'ai trouvé vraiment fascinant et réassurant, et j'ai vraiment beaucoup appris de ça, c'est qu'une fois que les choses ont commencé à aller de l'avant avec Kickstarter, cette partie de mon esprit qui était concentrée sur la musique s'est aussi éveillée. Dans le design du site, le concept de l'expérience et ses muscles, cette partie du cerveau. Je le ressentais comme lorsque j'étais dans mon studio à faire et créer de la musique. Donc même si l'identité était différente et le nom était différent, je ressentais quand même ce flow, tu vois. On en revient à la première question que j'avais sur les entrepreneurs et les artistes. Ça me rappelle des choses, cette période très très créative pendant les tout débuts. J'adore cette période, c'est vraiment excitant, tu vois les choses naître, le logo, les couleurs sur le site, comme tu dis, voir le site live quand tu cliques dessus. Et du coup, quelle a été la prochaine étape? T'as trouvé tes associés, t'as trouvé l'argent? Ouais, donc entre 2005 et 2009, mais vraiment plus entre 2006 et la mi-2009, beaucoup de choses se sont passées. Parce que j'étais de nouveau à New York, et maintenant j'arrivais à rencontrer des gens en m'en donnant vraiment la peine. Et des fois, ça prenait du temps. L'ami d'un ami, un café, et ci, et ça. Donc, énormément de gens. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travaillais particulièrement? Oui, clairement. Mais je travaillais aussi au restaurant où je faisais d'autres choses. C'était rencontrer des gens, mais rencontrer des personnes qui pouvaient me donner des conseils ou bien avec qui je pouvais travailler. Un des deux, je m'en fichais. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré mes deux cofondateurs, Charles et Yancy. Et quel a été le point de rupture dans tout ça? Est-ce que c'était un des cofondateurs ou les deux? L'argent que vous avez réuni? Je veux dire, ma question c'est comment tu passes de Perry, ce travailleur moyen dans un resto new-yorkais, au start-upper? Quand est-ce que ça s'est passé? La vérité, c'est que c'est pas vraiment arrivé avant le lancement. Mais avant ça, quelqu'un doit te faire confiance. T'as pas le background du mec à qui je voudrais donner 2 ou 3 millions pour essayer. Et personne nous a donné 2 ou 3 millions. Ok, c'est encore autre chose, désolé. Disons que je condensais ces quelques années. Ok, faisons comme ça. Donc ça a pris du temps, mais il me semble qu'on a mis 20 mois pour lever $125 000. Ça a pris 20 mois. Ça vaut pas trop la peine.
Vous trois? J'étais celui en charge de ce côté-là des choses. À ce stade, Charles et Yancey collaboraient avec moi, mais ils avaient des compétences différentes. Charles vient du design et Yancey était plutôt dans l'édition. Donc, l'un était écrivain, l'autre DJ, designer, un peu comme moi. Donc, c'était un problème qu'on comprenait et que nos amis avaient. Désolé, j'arrive pas à m'empêcher de rire parce que vous avez tout ce qu'il faut pour rater lamentablement. Il est où le tech guy? Ah, exactement, il est où le tech guy? Le tech guy, il était là, je vais pas bosser avec ces types, ça va capoter. Mais tu montres quelque chose de très vrai. On avait vraiment besoin de conseils techniques. Et ça a d'ailleurs été le grand moment pour nous, quand on nous a présenté quelqu'un. Ce mec, Andy Bale, qui a un blog génial qui s'appelle Waxy. Il avait démarré une startup quelques années avant qui s'appelait Upcoming. Mais on nous l'avait présenté comme quelqu'un qui pourrait nous conseiller, qui pourrait nous dire... embauche pas ces codeurs, les laisse pas coder dans ce langage, etc. Juste pour qu'on soit sûr de ne pas faire des erreurs monumentales et qu'on flambe pas tout notre argent. Et ouais, il a été vraiment généreux. Il a accepté de nous aider quelque chose comme un jour par semaine. Et au bout du compte, il est devenu notre premier CTO. Et sans lui, on aurait... Vraiment, on aurait sûrement fait beaucoup trop d'erreurs. C'est un peu comme quand on veut rénover sa maison et qu'on n'y connaît rien en construction. T'appelles un artisan, mais ça se trouve, il dira n'importe quoi, tu sais pas. Et s'ils sont confiants, tu les crois. Quand même, ils pourraient se tromper. Et tout ça était tellement opaque et complexe qu'engager quelqu'un pour développer et coder son site, alors qu'aucun d'entre nous trois code, sans expertise pour nous guider. C'est comme jouer au loto, quoi. Mais on y est arrivé. On a fait des erreurs au début avant de trouver Andy. On avait engagé les mauvaises personnes, on avait perdu du temps et de l'argent à bosser de la mauvaise façon à cause de ça. On a fait toutes ces erreurs, mais on a survécu. Et des fois, vous entendez ces histoires d'entrepreneurs qui débutent et sont en mode survie, parce qu'ils auraient dû arrêter 10 fois déjà. Mais pour moi, je sentais que c'était bon à 100%. Et si c'était pas vrai, et que j'avais dû repartir chercher un vrai travail avec une carrière, ou bien retourner travailler dans un restaurant, dans la musique, le fait de ne pas vouloir d'un vrai travail m'a poussé à continuer à travailler là-dessus, même si c'était des fois très 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 peu réjouissant. Et ce point est très important parce que cette idée que tu as eue en 2001, tu as quand même vu des compagnies sortir plus ou moins la même chose, non? C'était jamais pareil. Il y avait des choses comme cette entreprise, pas mal d'années avant, qui s'appelait Fundable, presque entièrement en texte, avec quelques photos. C'était assez spartiate. Mais ouais, les gens pouvaient dire je récolte de l'argent pour ça, ou bien mon chien est malade. C'était pas beaucoup utilisé, mais je jetais un œil à ce qu'il se faisait. Et bien sûr, les gens bloguaient, et des fois... Quelqu'un mettait un bouton PayPal sur le blog en disant « Je voudrais faire ça ». C'était pas vraiment la même chose. Mais la levée de fonds a une histoire tellement longue de toute façon. Et je pense que ce qui a rendu Kickstarter vraiment spécial et a défini tout ce marché, c'était le design. On en a fait une plateforme. On l'a fait d'une certaine façon, avec une forme, un format. Je pense que le web, c'est qu'une histoire de format. Instagram, c'est un format, une photo, un filtre, et on se suit les uns les autres. Twitter, bien sûr, 140 caractères, et on suit les autres publiquement. Et donc, on devait trouver notre format. Et
c'est comme quand j'ai dit, quand je parlais de ce muscle créatif qui s'excitait. Être assis, Charles et moi, dans mon appartement à Brooklyn tous les jours pendant des mois, sur Photoshop ou Illustrator, à essayer de faire des designs rudimentaires, des sketchs de ce à quoi ressemblerait le site, ce que chaque bouton ferait, parce qu'on ne pouvait pas le coder. On avait quelque chose comme 120 pages, des pages de dessin. Du coup, lorsqu'on a eu des personnes pour le coder et le construire, ils étaient comme « Waouh, vous avez plein de trucs. D'habitude, on fait tout en même temps. » Mais t'as pas eu l'opportunité de confronter tous ces éléments créatifs. Ça venait vraiment de l'instinct. Ouais, c'était vraiment conceptuel. Mais regarde, j'ai jamais travaillé dans le web, mais j'utilisais Internet comme tout le monde et comme la plupart des gens avaient déjà fait en 2007, 8, 9. Donc j'ai juste... tu sais, je savais pas du tout comment étudier, j'avais jamais entendu parler de concept designer ou de faire du product management, j'avais jamais entendu tous ces termes avant. Du coup, tu as eu ce moment magique de vérité, ou pas, mais quand vous êtes lancé, c'est comme si toutes les choses que vous aviez fait pendant ces années se concrétisaient, genre, pouf, et voilà. Ouais. Et ce dont je me souviens le plus au lancement, c'est tout d'abord, on n'était pas ensemble. On était peut-être 5 à travailler à ce moment-là, moi, Yancy, Charles et quelques développeurs indépendants. Et peut-être quelques-uns de plus. Andy nous conseillait toujours, mais on était tous à des endroits différents. J'étais dans mon appartement quand on a lancé. Charles venait de déménager à San Francisco pour bosser, pour trouver du travail. Il abandonnait pas, mais il avait besoin de travailler. Et Yancy était à son boulot. C'est intéressant comment, comme j'ai déjà dit, il y a tous les ingrédients de l'échec. Parce que dans une startup, si quelqu'un démissionne par ailleurs pour trouver un travail, je veux dire, tu vas voir les investisseurs et ils vont dire « Non, mais il est parti. C'est fini. » Sauf qu'en fait, il n'est pas vraiment parti, non? Non, il a fini par revenir. Quand on a commencé, il est revenu. Et tout le monde était dévoué. Tout le monde travaillait dur. Tout le monde croyait. On ne savait pas que ça allait être aussi énorme. Et on croyait que ça allait être utile. On connaissait des personnes qui allaient l'utiliser et nous croyions en ça. Désolé, très, très rapidement parce qu'il faut en venir là et j'ai fait attendre les auditeurs, mais est-ce que vous tous, vous aviez une vie personnelle? Je veux dire, vous aviez plusieurs jobs. Ouais, je pense que j'en avais eu. Je veux dire, j'ai jamais été... Ouais, bon, c'est peut-être pas trop vrai. Je pense que quand je me mets vraiment dans quelque chose, je peux facilement perdre le fil du temps. Du coup, toutes les fois où je travaillais sur la musique, les arts, le design, des choses pour Kickstarter, je peux juste bosser. Mais je suis pas un workaholic. C'est pas comme quand on entend ces shows sur ces compagnies où les gens boivent du Red Bull et dorment sur leur bureau. C'est pas moi et c'était pas notre culture. Du tout. Je pense qu'on était surtout poussé par l'excitation. Et à mesure qu'on construisait ça, on pouvait sentir « Oh mon Dieu !» On se rapproche, ça devient possible. Mais parce que ça a pris autant de temps et on n'avait pas beaucoup d'argent et on essayait de tout assembler comme on pouvait pour arriver à la ligne d'arrivée. Sauf que la ligne d'arrivée, c'est le commencement. C'est le départ de quelque chose de plus gros. Et ce dont je me souviens, quand on a lancé, c'est que ça avait pris tellement de temps que j'ai pas ressenti oh mon Dieu, je suis vraiment excité, c'est le début d'une nouvelle aventure, j'ai trop hâte. C'était plutôt, j'étais vraiment heureux, mais je me rappelle avoir été excité parce que maintenant tous mes amis et ma famille croiraient enfin que je bossais sur quelque chose depuis ces 4 ans. C'était la fin d'un projet et le début d'un organisme d'une certaine façon. Exactement. Pense à tous ces moments où tu as un ami qui dit qu'il travaille sur un livre
Après 4 ans, tu te dis, nah, il écrit pas de bouquin, non. Bah, j'en étais à ce point, et j'en avais tellement parlé. Ouais, en fait, le mec, ça fait des années qu'il fume de la weed. Ouais, ce mec, ça fait 4 ans qu'il bosse sur un site web. Donc, je suis juste soulagé que quoi qu'il arrive, réussite ou pas, au moins, j'aurais retrouvé un peu de crédibilité. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, le problème, c'est que c'est une sorte de marketplace, c'est une plateforme. Avant d'avoir des backers, donc les backers, c'est les personnes qui payent sur Kickstarter. Donc, avant d'avoir des backers, il faut avoir des projets. Donc, comment vous avez eu les premiers projets et combien vous en avez? D'abord, tu as mentionné au début que tout le monde ici ne connaît pas forcément Kickstarter, donc très vite. C'est une plateforme pour des projets créatifs, pour trouver des fonds qui le prennent vie. J'aurais dû en parler. Non, mais bon, j'adore le délire. Genre. Mais c'est qui ce mec sur quoi il bosse. Mais comme tu as dit, c'est un marketplace. On ne met rien dessus. On fait la plateforme, la marque, les règles, et les gens mettent leur projet dessus. Ils viennent et mettent une vidéo, du texte, ils racontent « je veux faire ce court-métrage, il fait 7 minutes, c'est un drame sur ce mec qui se fait voler sa bagnole, et en fait, c'est son frère qui l'a pris, et j'ai déjà quelques stills, et j'ai besoin de 7 000 euros pour le faire. » Donc à l'époque, c'était des dollars. Et vous essayez de récolter cet argent. En général, les gens le font pendant 30 jours. Ok, donc c'était au tout début. Et c'est ce que j'ai entendu dans... Je dois dire à tout le monde d'écouter un autre épisode de How I Built This avec Guy Raz. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, mais c'est avec vous et c'est très intéressant. Mais pour moi, c'est vraiment une histoire de produit, non? L'idée pour moi, et ce pendant longtemps, c'était que tu pouvais payer pour quelque chose et on t'envoyait en retour les premiers exemplaires ou prototypes. Donc quand tu backes un DJ, tu reçois des places de concert en retour, mais qu'est-ce qui se passe si tu backes un court-métrage? Tu reçois le film, une copie du film. Et il me semble que les films... Ce sont les projets les plus financés. Je crois que les films et les albums sont ce qui est le plus financé. Quelque chose comme 30 000 financés au total. La plupart du temps, de toute façon, ils coûtent moins cher. Pour la musique, souvent, on est en dessous de 10 000 $, et certains autres produits peuvent coûter des centaines de milliers, voire des millions. Mais par exemple, puisque tu as demandé pour le court-métrage, souvent ils proposent de venir à la projection. Il va y avoir une projection à New York, ou bien si vous êtes dans cette ville et que vous avez donné 50 $ au plus, vous êtes invité pour la projection, et bien sûr, vous aurez un lien. Et il y a des personnes qui proposent des choses vraiment créatives. Si vous participez à hauteur de 50 $ au plus, j'ai un ami musicien et il m'a dit, je ne sais plus pour combien c'était, 50 ou 100 $. Vous pouviez venir au studio d'enregistrement avec lui, c'était en Nouvelle-Orléans, et il vous préparait du gumbo. Donc vous venez, il vous joue l'album quand c'est fini, et après vous mangez du gumbo avec lui. Désolé, mais c'est quoi du gumbo? C'est un plat de la Nouvelle-Orléans avec plein de trucs dedans. Mais l'idée, c'est du mécénat en fait. Quand les gens soutiennent des projets, pas seulement pour le profit ou juste par pure charité. C'est ce qui se fait sur Patreon avec les podcasts, par exemple. On peut soutenir un podcast parce que tu l'aimes bien et tu l'écoutes, mais tu n'as pas à le soutenir, tu peux aussi l'écouter gratuitement. Oui, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. La plupart des grandes œuvres de la Renaissance elles furent créées grâce au mécénat. Les Médicis ou les autres grandes familles. Cette idée, ça revient à le démocratiser, le mécénat, et à le distribuer. Donc au lieu d'avoir une personne qui vous donne 10 000 $ pour votre album, vous pouvez avoir 1000 personnes qui vous donnent 10 $. Et je dirais que c'est vraiment la singularité de ton projet, parce que tu as été un artiste, ou tu en es, et tu as connu ces choses-là et tu les comprends.
Alors que moi, je m'intéresse surtout au business et du coup, je vois pas exactement ce à quoi ces $7,000 vont servir. Je vois les étapes pour ce qui est du financement d'une start-up, d'une entreprise, quelque chose de vraiment, mais là, je me dis, vraiment? Les gens vont payer pour quelque chose qu'ils pourraient avoir de toute façon gratuitement? Ou bien justement, ce ne sera pas gratuit du coup, comme tu as dit. C'est intéressant. Parce que, merci d'en parler, parce qu'il y a vraiment un point critique ici. Pendant cette période, surtout au début, des années après avoir eu cette idée, il y avait Napster, toutes ces choses avec la musique en numérique, et l'industrie de la musique souffrait du changement total de l'économie de la musique. Et maintenant, les gens peuvent copier et voler beaucoup plus facilement. L'économie de ce business a vraiment changé et moins d'argent a commencé à circuler. Et donc, les gens commencent à se poser cette question. Comment les business comme celui de la musique vont pouvoir continuer à faire de l'argent à l'avenir, ou en tout cas la même quantité qu'à l'époque dans le monde du numérique. Les films pourraient être les suivants. Et on n'arrêtait pas d'en parler, ça durait des années. Je sais d'ailleurs pas comment ça a été résolu avec ces nouveaux joueurs comme Spotify ou Apple Music. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'est un problème extrêmement difficile. Mais la question qui m'intéresse le plus, c'était pas comment faire de l'argent, autant d'argent que ces industries faisaient à l'époque, mais comment trouver l'argent pour percer dans un premier temps. C'est fantastique et je dirais que c'est la quintessence du Kickstarter. Le nom dit tout. C'est un Kickstarter, c'est ce que vous faites. C'est pas chez vous qu'on va trouver un truc déjà tendance. L'idée, c'est plutôt de décoller. Ouais, parce qu'évidemment, on veut que les gens puissent être indépendants quand ils créent des choses, qu'ils soient autosuffisants et qu'ils trouvent une audience pour faire l'expérience de ces œuvres, et ce de façon juste, et que ces personnes se servent de cet argent pour vivre et créer encore de nouvelles choses. C'est une vie idéale pour quelqu'un de créatif. Cependant, il y a pas mal de personnes qui créent beaucoup de choses qui vont jamais générer de l'argent. Et peut-être qu'ils s'en fichent si ça en fait pas. Peut-être que si ça générait de l'argent, ça changerait la façon de faire des choses et ce serait plus l'idéal. Ce que j'ai toujours préféré avec Kickstarter, c'est la façon dont je l'ai vu permettre à des idées qui n'avaient simplement aucune chance autrement de générer de l'argent. Ce court-métrage de 7 minutes, il ne générera jamais d'argent sur le marché. Mais cette personne veut vraiment le faire. Et peut-être que 30 personnes vont le voir. Mais c'est peut-être le palier avant de devenir un grand réalisateur. Ou bien c'est quelque chose dont ils peuvent se rappeler 20 ans plus tard. Je veux dire, tout ne peut pas fonctionner économiquement. Ouais, exactement. C'est l'opposé du marketing mainstream qu'on avait dans les années 90, voire au début des années 2000, où on devait faire en sorte de mettre chaque chose dans sa bonne case. Et avec la théorie de la longue traîne, on pouvait se faire financer un film par 300 personnes sur la planète parce qu'ils adoraient ces idées vraiment très, très, très niches. Et bon, ça finissait par fonctionner. C'est ce qu'on a vu, c'est que il y a tout ce pan économique très intéressant et théorique dans lequel il existe ces marchés niches, comme tu dis, avec une audience si peu claire qu'aucune grosse industrie va investir dedans. Mais il y a assez de personnes pour permettre de le rendre durable, voire profitable pour certains créateurs plus petits ou moyens. Un marché sur lequel on peut voir que ça continue, c'est celui des jeux. Pas que les jeux vidéo, les jeux en général. Oui. Et vraiment sur ce qu'on appelle les jeux tabletop, les jeux de cartes, les jeux de société, ceux avec des dés, sans pile si tu veux. Mais peut-être que tu te souviens, mais à l'époque, on était plus jeunes et on allait acheter des jeux au magasin. C'était toujours les mêmes 5 jeux, quoi. Monopoly, Risk, Boggle, n'importe.
Parce qu'ils en vendent des millions, ils sont légendaires, et tout le monde les connaît, quoi. Et tout le monde les achète 5 fois parce que tu les perds, tu les casses. Donc il y avait cette dominance d'une ou deux compagnies qui avaient ces titres sur le marché, qui étaient très lucratifs. Et ces compagnies, elles n'étaient pas intéressées à faire d'autres jeux, avant que ce soit des blockbusters, quoi. Mais il y a des personnes qui voulaient faire ces jeux de cartes, de société. Et ils avaient des personnes qui décidaient pour eux, non? Oui, et ça a changé quand Kickstarter est arrivé. Je veux dire qu'avant ça devait sûrement passer par un type au marketing, quoi. Ouais, chez Parker Brothers ou n'importe qui d'autre, c'était impossible. Si tu veux faire un jeu de société, impossible. C'est sûrement plus simple de faire un film. Mais une fois que tu es capable de mettre ton idée sur Kickstarter, et une chose intéressante que ça leur permet de faire, c'est que c'est pas si cher que ça pour eux d'en faire 1000 ou une centaine. Alors que si tu veux faire un long métrage de 90 minutes, ça peut être extrêmement cher. Donc, dès que les gens commençaient à faire des jeux sans avoir à trouver peut-être 5 000, 15 000, 20 000 $, d'autres personnes ont vu que c'était possible. Et tu découvres à quel point faire certains types de jeux peut être vraiment accessible. On voit plein de personnes faire ces jeux de cartes là. Et c'est quelque chose dont sur les gens ils se disent tiens, j'ai jamais fait ça et ça a l'air fun. Et c'est une façon pour les gens tout simplement être créatifs. Vraiment, c'est ce que je dis depuis le début, c'est vraiment incroyable. C'est comme si tu avais compris cette chose qui est comment dire, la vertu. Tous ces projets que tu as fait, combien de compagnies ont été créées grâce à Kickstarter? Combien d'emplois? On parle de fonds soulevés, mais toute cette économie derrière est vraiment... Waouh, c'est une onde de choc, je veux dire. T'en as la moindre idée? Oui, il me semble qu'une étude a été faite il y a environ 4 ans, et il me semble qu'il y a eu environ... quelque chose comme 300 000 emplois à plein temps et mi-temps créés, avec quelque chose comme 10% à temps plein. 300 000. 90% à mi-temps autour des projets et environ 10% en temps plein. Il me semble qu'à cette époque, on était 2 fois moins gros, donc ces chiffres, ils ont peut-être doublé depuis. Tu dois être vraiment fier de ça, non? Oui, mais ces chiffres ils finissent par devenir insensés. Bien sûr, mais même si c'est 3 000 ou 30 000 ou n'importe, c'est quand même beaucoup plus que beaucoup de grosses compagnies, quoi. Si ça se trouve, tu as permis de créer plus d'emplois que Google, quoi. Ce que je peux dire, et ce dont je suis fier, c'est que Kickstarter, surtout dans notre industrie, c'est encore une petite entreprise. On a quelque chose comme 170 personnes qui travaillent. Et on ne fait pas autant d'argent que ces autres compagnies. On est très modestement profitable. Ouais, vous prenez 5% du total, c'est ça? C'est ça, on prend 5% du total. Et très largement, l'argent repart dans la gestion. On ne l'a jamais vendu, on ne veut pas passer public. On est même devenu une société d'intérêt public. Ouais, c'est important et c'est ma question. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, la loi aux États-Unis dit qu'une société se doit de maximiser les intérêts des actionnaires. Ça veut dire générer le plus d'argent possible pour les actionnaires. Ça peut être long terme, court terme, mais c'est le but légal d'une société. Pour nous, le but de Kickstarter, c'est la mission, qui est d'aider les projets à devenir réalité. Et on est une compagnie, on a un business, donc on est content de générer de l'argent. On a quelques investisseurs et on donne des parts à nos employés. Et on est heureux d'être profitable pour ces personnes. Mais on ne fera jamais autrement que dans la poursuite de notre mission. Et on ne fait rien de louche comme de l'évasion fiscale. On ne vend pas les données des utilisateurs, rien de tout ça.
C'est une sorte d'hybride, un mélange entre une entreprise à but lucratif et non lucratif. Mais notre vraie raison d'être, c'est pas le profit. Et nous arrivons quand même à faire concrétiser des projets. Mais sinon, toi, t'es plus aux commandes. Enfin, t'es directeur, mais t'es plus CEO. Moi, personnellement, ouais. L'entreprise, elle vient de fêter ses 10 ans, il y a 2 mois, et je suis président. Ouais. Ok, donc... Est-ce que ça veut dire que tu as toujours des dividendes de temps en temps, un peu d'argent qui vient de l'entreprise? Ouais, des fois. Mais encore une fois, c'est modeste. Hein. C'est une fraction de ce que les gens pensent qu'une personne à ma position gagne. En plus, les parts, elles valent pas beaucoup, non? Non, parce qu'on les vend pas. Vous pourriez les vendre avec ce statut? Ouais, mais si on le faisait, on voudrait en vendre qu'à des personnes qui accepteraient de garder ça comme c'est, qui ne changeraient rien. C'est un petit groupe de personnes et ces personnes doivent être intéressées par notre impact, quoi. Comme tu as dit, l'impact économique et l'impact créatif, qui est vraiment grand, mais pas je veux investir dans Kickstarter pour pouvoir me faire plein d'argent. Je pense qu'on va générer de l'argent, et ça a déjà été le cas. Mais le vrai bénéfice ici, c'est l'impact que l'entreprise a. Et voilà. Pourquoi ? Évidemment, ça a du sens avec l'histoire de l'entreprise et son but. Mais pourquoi pas prendre 50 millions ou 500 millions, je sais pas. Je sais pas. Je trouve que les personnes les plus riches que je connais sont pas forcément les plus heureuses. C'est peut-être aussi simple que ça. Mais tu penses que l'argent les a rendus malheureux ? C'est lié ? Je pense, ouais. Si t'es pauvre, l'argent te rend plus heureux. Mais passé un certain point, ça s'arrête. T'as atteint ce point ? Non. Non, mais si t'as tellement d'argent que t'as plus à te soucier de rien pour le restant de tes jours, je sais pas si c'est très sain. Je sais pas. Mais ouais, il y a toujours quelque chose de sympa que tu peux acheter, mais vivre une vie sans ses limites, entièrement sans limites. Quand quelqu'un parle de 50 millions, 500 millions, c'est dément. C'est des sommes complètement folles d'argent. Voilà. Tu sais, j'ai pas grandi avec beaucoup d'argent, donc je recule pas, en fait. Mais j'ai pas grandi non plus avec des envies de luxe, dans l'idée que l'argent, c'est un score qui permet de gagner, quoi. Et je pense qu'en définitive, le temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse qu'on a, très largement. Tu prenez une personne qui arrive en fin de vie, vous lui demandez combien d'argent elle serait prête à donner pour vivre un jour de plus en étant jeune. Elle vous répondra tout. Ou même juste un jour de plus. Ouais. Et je pense que souvent, à force de courir après l'argent, on donne de son temps et on finit stressé. Et une fois qu'on a cet argent, on n'est pas forcément heureux. L'argent peut permettre de gagner du temps. Mais tu n'as pas besoin de 50 millions de dollars pour ça. Pour prendre le contrôle sur ton temps. Pour mettre de côté toutes ces choses qui te pourrissent la vie quand t'es pauvre, quoi. Je suis très impressionné. Parce que tu dis ça, mais pour beaucoup de gens dans beaucoup de positions, c'est facile de le dire parce qu'ils ont déjà ces montants. Mais toi, t'as pas ça. J'y pense parce que on est en France et je suis français et on parle pas si facilement de l'argent ici. Si on parlait en français, je te poserais sans doute les questions d'une façon différente. T'es américain et vous en parlez assez facilement. Mais ce que tu dis est tellement pas américain.
La façon américaine, c'est quoi? C'est fais-toi plein de fric et après donne-le à n'importe quoi, des fondations avec ton nom dessus. Ouais, exactement, comme tu dis. Et ces personnes, elles semblent heureuses. Je sais pas. Mais quand tu les vois en photo, on dirait qu'ils ont la goutte. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que la chose la plus importante que tu as abordée, c'est que, c'est pas la culture américaine. Je suis d'accord. En Amérique, le capitalisme et l'argent, c'est presque une religion. Je dis pas qu'individuellement, tout le monde est obsédé par ça. Mais c'est tellement dominant que ça force tout le monde à être vraiment compétitif. Bien seulement pour survivre, quoi. Mais j'ai été élevé par une enseignante et un travailleur social et c'est de là que viennent mes valeurs. Il était jamais question d'argent. Il était toujours question d'enseigner aux autres et d'aider les autres. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas les jolies choses ou que j'aime pas prendre de bonnes vacances et je vis pas comme un vieux moine non plus. Cependant, je crois pas non plus qu'avoir une tonne d'argent est un but dans la vie. Et en fin de compte, on prend toujours des décisions qui vont dans ce sens, quoi. Avec notre temps, notre énergie, d'autres choses qui nous intéressent. Et bien souvent, les gens prennent ces décisions sans réfléchir. Ils peuvent finir par regretter de ne pas avoir passé leur temps sur d'autres choses. Aussi, souvent pour faire ça, il faut faire des choses qui peuvent aller contre nos valeurs. T'as pas des enfants, hein? Non. Parce que des fois, on comprend ça quand on a des enfants. La valeur du temps. Et ce qu'on découvre, c'est que il faut passer du temps avec eux. Parce qu'on voit à quel point le temps passe vite quand ils grandissent. On n'a plus beaucoup de temps. Hein. Je t'ai dit que ça pourrait prendre pas mal d'heures. Mais juste pour donner un peu de perspective, c'est quoi les chiffres aujourd'hui? Tu as parlé d'environ 160, 170 personnes qui travaillent, mais combien de projets financés? Combien d'argent par an? Alors, je vais pas être parfait là-dessus. Oui, plus ou moins. Je sais que plus de 4 milliards au total ont été levés pour environ 150 000 à 200 000 projets. C'est évidemment pas l'argent que l'entreprise a généré, hein. C'est de l'argent qui est allé vers les projets. De 16-17 millions de personnes vers plus de 150 000 projets financés. C'est les gros chiffres dans l'ensemble. Ces dernières années, quelque chose comme 70 millions par an de financement pour les projets. Vous arrivez presque au milliard par an, en fait. Et maintenant, j'ai environ 4000 projets sur Kickstarter. Si vous allez sur kickstarter.com, environ 4000 projets de partout dans le monde, en cinéma, en musique, en technologie, en jeux, danse, dans plein de langues. Et vous pouvez donner $1 ou plus. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans votre ville ou aux alentours. Voire même vous voulez mettre un projet en ligne. Et je pense que c'est très motivant d'aller voir et de regarder les très petits projets où quelqu'un demande $500 et c'est leur premier projet. Ces histoires sont vraiment géniales. Quand vous commencez à... C'est tellement authentique. C'est pas comme mettre quelque chose sur Instagram et ça prend 5 minutes. Ces gens, ils bossent vraiment dur sur ces projets. C'est leur idée, c'est leur bébé. Ils travaillent vraiment sur les vidéos, sur la description, sur comment ils vont récompenser les personnes qui les soutiennent. C'est optimiste et authentique. C'est une question que je dois poser, mais comment vous assurez que ce n'est pas une grosse arnaque? Si j'ai sur Kickstarter, et je suis désolé de parler de ça à la fin, mais et je dis, voilà, je peux vous envoyer sur la Lune pour 5 000 € l'année prochaine. Comment vous pouvez être sûr que... Tu peux le faire? Non, bien sûr que je peux pas. Peut-être pour 50 millions.
De deux choses l'une. C'est pas si simple à faire. C'est pas quelque chose que tu fais en 5 minutes. Les personnes qui font ça, elles se préparent vraiment. Et souvent, les gens qui arnaquent sur le net, ils veulent que ce soit simple. Ils veulent de l'argent rapide. Faut vraiment y aller à fond. Il faut faire la vidéo, la description, essayer ça. Il faut faire la promotion sur les réseaux sociaux d'abord. Et aussi, avec ces choses-là, je vais voir qu'il me dit je peux t'envoyer sur la Lune pour $5 000, mais je vais pas le croire. Puis il y a aussi des gens qui vont reporter certaines choses, comme je reporte ça parce que ça semble pas réel, ou on dirait que ça a été copié d'autre part. Et enfin, pour réussir, faut pas duper qu'une personne. En général, on veut lever des sommes importantes et il va falloir 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes peut-être. Il faut duper toutes ces personnes et c'est exponentiellement plus dur. Ce qu'on voit, c'est que ce genre d'arnaque est extrêmement rare. Tellement rare, c'en est choquant. Ce qui arrive par contre, c'est que les projets mettent plus de temps que prévu à se réaliser. Même si quelqu'un dit ça devrait prendre tant de temps, dans 6 mois, il y aura le film fini, complet et envoyé. Puis c'est en retard et ça continue. Ça arrive. Et quand ça arrive, il faut que les gens apprennent à accepter l'histoire. Et pareil du côté des créateurs. Il faut commencer à raconter son histoire. Ok, il y a ces délais, il y a ça qui est arrivé, il y a ça. Mais surtout, ne pas faire le muet, ne pas laisser les gens se demander mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ces histoires, elles peuvent être magiques. Et aussi, ces personnes, elles apprennent à créer des choses. On apprend à créer des choses. Et l'une des choses qui nous emballe vraiment pour ces prochaines années quand on pense à qu'est-ce que sera Kickstarter dans 5 ans ou 10 ans. L'une des choses qui nous emballe, c'est comment peut-on récupérer toute cette connaissance entourant les projets, où les gens font des erreurs, trouvent de nouvelles façons de faire les choses, des méthodes moins chères, de nouveaux collaborateurs. Tout ça, ça se passe dans notre écosystème. Comment est-ce qu'on peut apprendre aux gens à enseigner un peu plus et à échanger des connaissances, à s'aider pour faire des choses mieux et moins chères? Souvent sur des projets, ce sont ces quelques points qui permettent de lancer ou non la machine. Et on est dans une très bonne position pour les aider à créer. Mais même pour moi, d'une certaine façon. Quand j'ai commencé Kickstarter, ou même avec la musique, s'il y avait des endroits où je pouvais aller pour apprendre les bonnes pratiques, ce que les autres avaient déjà fait, c'est ce que je cherchais sur le web. Et je trouvais des petits bouts ici et là. Et cette plateforme où les choses se passent, ce hub de créateurs, est un véritable espoir. C'est une opportunité qu'on a avec un écosystème permettant de faire ressortir toute cette connaissance pour la mission. Aider les projets à prendre vie. Avant de conclure, parce qu'on arrive à l'échéance dont je t'avais parlé, deux questions. Avant que tu me dises ce que tu fais maintenant, parce que j'ai besoin de savoir où je peux trouver ton art. Une question. Tu t'es retiré en tant que CEO pour être président une fois. Tu t'es retiré en tant que CEO pour être président une seconde fois. C'est une situation qui est sans doute jamais arrivée à mes autres invités. Je ne te demande même pas pourquoi. Mais qu'as-tu appris en faisant ça? Ça n'a pas suffi de le faire une fois. C'était une bonne idée. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure en parlant du chemin tortueux, du coup, après que la compagnie ait fêté ses 5 ans après le lancement, ou plutôt 4 ans et demi, c'est la première fois que je me suis retiré en tant que CEO pour devenir président. Et après, je me suis focalisé sur mon art pendant 3 ans et demi. Et le rôle de président, c'est tellement différent. T'as pas à aller au bureau, tu fais quelques trucs toutes les 2 ou 3 semaines. Tu vas à la réunion du CA, c'est la belle vie, quoi. Et je pouvais vraiment me concentrer sur être un artiste.
C'est assez irrégulier parce qu'à l'époque, tout allait très bien, la presse était en extase et on réussissait tout. Donc tout le monde disait que c'était étrange de se retirer maintenant. Mais moi, c'était ce que je voulais créer et je l'avais fait. Et maintenant, je voulais juste créer d'autres choses. Et c'était pas des compagnies que je voulais faire, c'était de l'art. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit « Waouh, d'habitude, on attend bien plus d'années pour faire ça. » Et ensuite, après ma retraite de 3 ans et demi, l'entreprise, elle a connu différentes périodes, quoi, comme toutes les autres compagnies. Quand elles grossissent, qu'elles prennent différentes formes. Et là, ils avaient besoin d'aide et je m'étais toujours demandé si j'y retournerais un jour. Et j'avais espoir que non. Parce que je sais que c'est très sérieux, que ça demande beaucoup de travail, ça vous dévore. Ça force à laisser l'art de côté. Mais quand la réalité m'a rattrapé, que la compagnie avait besoin d'aide et qu'il n'y avait personne d'autre en position de l'aider à ce moment-là... Et tu dois faire tes preuves à nouveau, non? Ouais, enfin, c'est ancien et nouveau, quoi. Ancien et nouveau. Et j'avais pas été là du tout en 3 ans et demi. Du coup, j'ai juste récupéré mon courrier, j'ai salué les anciens qui étaient là. Et 3 ans et demi, c'est long. Bah, c'est qui ce mec? Exactement, c'est qui? C'est Perry Chen, le concierge. Mais ouais, je m'attendais pas à revenir. Mais j'ai senti que je devais revenir. Et je ne savais pas Je savais pas en revenant si ça allait être pour 6 mois, pour toujours. Je devais arriver au moment où ça me semblait correct de passer le flambeau à la bonne équipe. Et ça a pris 20 mois. Je l'ai fait il y a 2 mois et demi. J'ai arrêté il y a 2 mois et demi. Donc ouais, c'était une expérience complètement différente. Revenir avec 130, 140 personnes pour redémarrer quelque chose comme un seul homme, c'était vraiment très très différent. Est-ce que ça pourrait encore arriver? Est-ce que j'y retournerai encore? Je pense vraiment, mais alors vraiment pas. Ok, bah, dis-moi ce que tu fais en tant qu'artiste. Est-ce que je peux profiter de ton art? Oui, bien sûr. Le plus simple pour voir les projets, et ils sont vraiment conceptuels. Hein. Mais je fais de mon mieux pour qu'ils aient une vraie présence sur le web. Hein. Vous pouvez aller sur Perry Chen Studio ou perrychenstudio.com. Je suis sûr que tu en parles dans l'épisode de Vlan de Greg. Non, je crois pas qu'on en soit arrivé là. Mais tu sais, il y a quelques projets dessus en haut de la page sur lesquels vous pouvez cliquer pour voir. Et j'ai fait un des deux quelques années auparavant sur Y2K, tu sais, la crise informatique des années 2000. Et j'aime bien faire quelque chose qu'on appelle du journalisme comme processus à résultat artistique. C'est comme une enquête, mais le résultat peut être artistique. Donc j'ai eu ces conférences au musée de New York, j'ai fait des interviews vidéo sur le site et j'ai construit une archive de 200 livres qui ont été publiés pour informer les gens de cette crise qui a frappé les années 90. Et pour moi, ce moment, c'était une histoire tellement importante. Donc, pour les plus jeunes, le Y2K, c'est le bug de l'an 2000, une sorte de bug informatique qui devait arriver, avec lequel tout aurait dû sombrer dans le chaos. Ouais, ils en ont parlé pendant 2 ans. Et le truc, c'est que personne ne pouvait dire que ça n'arriverait pas, parce que c'était tellement compliqué. Les ordinateurs allaient penser qu'on était en 1900 quand la date se changerait en 00. Parce que souvent, les dates, elles avaient que 2 chiffres. Et si des millions d'ordinateurs pensent qu'on est en 1900 et pas en 2000, personne ne sait ce qui va se passer. Et donc des gens ont bossé dessus pendant des années à essayer de corriger les programmes et changer les dates. Sauf qu'à la fin, il n'y a pas eu de désastre. Et quand on y repense maintenant, on le voit comme une blague. C'était un canular, c'est que de la hype. Mais je suis allé interviewer des gens et ils m'ont dit qu'ils ont bossé dessus pendant des années. Sauf qu'on ne saura jamais la vérité, parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y a pas eu d'enquête. Personne ne voulait plus en parler. Et ce que je réalise, c'est qu'il y a eu 3 grands points existentiels.
Des canulars? Non, des scénarios. Le premier, la menace nucléaire, notamment pendant la guerre froide. À tout moment, il peut y avoir une guerre nucléaire et on fait péter la moitié du monde. Et j'ai grandi dans les années 80, où les gens continuaient de dire qu'il fallait se cacher sous son bureau et des trucs comme ça. Ensuite, Y2K. On ne savait pas, ça se trouve, à minuit de l'année 2000, on ne pourra pas prendre l'avion, l'électricité va se couper, les filtres d'eau arrêteront de fonctionner, peut-être que le compte en banque de tout le monde affichera 0, on ne sait pas. Et maintenant, on a le changement climatique. Donc on a ces 3 menaces existentielles mondiales. Et je mets de côté les guerres mondiales, les choses comme ça. Et ce que je pense, c'est qu'on a refusé d'apprendre du Y2K. Je pense qu'on peut apprendre des choses sur comment gérer le changement climatique et d'autres scénarios complexes en s'inspirant de la façon dont on a essayé de gérer Y2K. Et malheureusement, son histoire en a fait une blague. Quand je me suis plongé dedans, je ne pensais pas du tout de cette façon, j'étais juste curieux. Et après avoir passé 6 mois à parler avec des gens, j'ai découvert qu'il y avait une telle coordination entre les organisations mondiales, les entreprises, les gouvernements, qui essayaient de résoudre ce problème. On peut apprendre tellement de leçons de ça. Et j'ai trouvé là-dedans un concept sous-jacent que j'appelle la politique de prévention. C'est quand vous prévenez quelque chose, que se passe-t-il? Rien. Si c'est bien prévenu, oui, c'est sûr. Donc, si Y2K avait été prévenu et que ce n'était pas un canular, qu'est-ce qui serait passé? Ce qu'on fait, c'est quand il y a du battage médiatique autour de quelque chose, ou qu'on pense il faut faire attention à ça et tout ça, et que rien n'arrive, on finit par se dire, je ne sais pas si ça allait en fait vraiment arriver. Peut-être que cette personne ne savait pas de quoi elle parlait, ou cette personne avait une incitation à faire tout ce battage. Mais évidemment qu'elle y était incitée. C'est les médias. Donc l'hype, elle était bien réelle. Cependant, ça ne veut pas dire que l'idée derrière, et on voit souvent ça avec les catastrophes naturelles ou les tempêtes, et tout le monde a annulé la journée d'école à cause de la neige. Et en fait, il y avait qu'un peu de neige et tout le monde se demande, mais pourquoi vous avez annulé la journée? Vous êtes puni pour avoir empêché quelque chose. C'est une très 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 mauvaise formule quand vous n'avez pas d'incitation à empêcher les choses d'arriver. Parce que quand elles sont prévenues, il y a souvent très peu de preuves de cette prévention. Et si rien n'arrive non plus, vous êtes tenu responsable pour avoir gâché des ressources et du temps. Mais si on y pense d'une autre façon, disons qu'il y a une météorite, mais est-ce qu'on pourrait appeler ça en anglais la politique de précaution? C'est la politique de prévention. Ok, parce qu'en français, on a le principe de précaution. Oui, le principe de précaution. Mais ils vont ensemble. Je ne pense pas que c'est la même chose. Mais ils sont connectés, non? Le principe de précaution, c'est un principe avec lequel je suis d'accord. Si une météorite se dirige vers la Terre, et il y a 3% de chances de nous frapper, et tuer des milliards d'individus, on voudrait que les agences spatiales et les gouvernements fassent quelque chose. Et ils pourraient dire, on va rien faire, 90% de chances de survivre, c'est très bien. Est-ce qu'on veut vraiment créer un cadre où ils disent ça? Est-ce qu'on veut vraiment d'un cadre où ils vont dire, les scientifiques disent 3%, mais en fait, c'est 0,00001%. Et c'est une perte de temps. C'est juste SpaceX qui essaie de tirer profit de tout ça, et d'un coup, paf, on parle du changement climatique. Donc ouais, j'utilise ces œuvres de façon à soulever des questions parce que j'essaie de comprendre tout ça. Et c'est en même temps de la musique, des vidéos, des livres, du texte, tout. Si vous allez sur le site, perrychainstudio.com, évidemment, je mettrai le lien. Et vous pouvez cliquer pour voir le projet, il a son propre site. Ça s'appelle Computers in Crisis. Et il y a d'autres projets en quête sur différentes choses. Donc ça a demandé 6 mois de travail, plus. Pour ça, 6 mois d'enquête. Ouais, en plus du travail de production pour le show.
Et t'es heureux de faire ça? J'adore ça. J'adore ça. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Je pourrais prendre bien plus de temps. Une dernière question. Sur si tu avais la chance de te rencontrer à l'époque où tu travaillais à ce restaurant et que tu pouvais te murmurer quelque chose à l'oreille. Tu te dis, hey Perry, qu'est-ce que ce serait? Profites-en. Tu sais quoi? Quand on s'est remis en tête ce que tu faisais à cette époque, en 2005, et que je te disais, tu sais, ce que tu as fait après, c'est vraiment incroyable. En fin de compte, après avoir parlé 1 heure, j'ai l'impression que tu n'as pas tant changé que ça, non? Personnellement? Non, je veux dire, je pense que j'ai plus confiance en moi, parce que je pense que quand tu as une idée, d'abord juste dans ton esprit et que tu es capable de l'offrir au monde, une fois de plus, ça peut être une chanson, un film, cette idée de réaliser quelque chose qui vient de ton esprit, de ton imagination, je pense que ça permet vraiment de développer sa confiance en soi, d'être capable de penser que quelque chose pourrait avoir de la valeur dans ce monde et ensuite le faire. Mais je pense que c'est ce que j'en ai retiré. Je crois plus dans mes instincts et voilà. Je pense que c'est une très bonne chose. Fantastique. Je vais te demander quelques liens de livres ou autres, ce qui t'a permis de changer en tant que personne et entrepreneur. Mais je vais te laisser maintenant, avec 15 minutes de retard. Je suis vraiment heureux d'avoir eu cette conversation. C'était un épisode fantastique. Je ne sais pas encore si je vais le traduire, mais je vais repasser en français. Perry, merci encore. Pour mes amis anglophones, vous devriez apprendre le français pour avoir la chance d'écouter le podcast Vlan de mon ami Greg, qui m'a permis d'inviter Perry, et peut-être aussi la chance d'écouter Génération Do It Yourself, mon podcast. Donc, à vous tous, je ne sais pas s'il y aura un autre épisode en anglais, mais comme on dit, shit happens, si vous me permettez l'expression. Donc, salut les gars. Laissez une note. Je n'ai pas vraiment l'occasion de demander ça en anglais, mais peut-être que ça me fera monter dans le classement, qui sait. Bye guys. Et à mes amis français, bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous serez quand même beaucoup à parler anglais. Je suis pas sûr de faire l'effort de traduire tout ça comme le fait Greg, parce que c'est quand même un énorme travail, et puis alors moi c'est quand même assez long, tous les épisodes qu'on fait ici, mais j'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop terrorisé avec mon anglais, et puis que on se retrouve la semaine prochaine sur Génération Do It Yourself. À bientôt. Traduction par Thomas Jousse. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme freelance malte.fr en cherchant Thomas Jousse, ou m'envoyer un mail à thomas.jousse@gmail.com, Jousse, J-O-U-2-S-E. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.